la République, Azali Assoumani. Je vous propose ce récit de Nafissa Amada Simbamba avec les images d'Ibrahim Kabavo. Les Comores ont quitté la catégorie des pays dont les habitants vivent dans la précarité avec un revenu par habitant de 1,9 $ par jour pour atteindre 3,9 $ par jour, ce qui fait que le produit intérieur brut PIB est estimé à 1 361 $ par an et par habitant. Cette amélioration des conditions de vie de la population survenue ces 3 dernières années a donné raison à la Banque mondiale de reclasser les Comores dans le groupe des pays à revenus intermédiaires. Une grande première depuis l'indépendance. Pour les représentants de la Banque mondiale, c'est un début d'un long processus qui doit conduire l'Union des Comores vers l'émergence en 2030. Je tiens à vous adresser nos sincères félicitations pour ce travail bien fait et mérité. Chaque année, le groupe de la Banque mondiale classe les pays et les économies du monde entier en fonction de leurs revenus par habitant. Pour cette année fiscale, qui a commencé en juillet 2019, les Comores passent de la catégorie des pays à faible revenu à celle des pays à revenus intermédiaires. Sont classés comme économie à revenus intermédiaires les pays ayant un PIB par habitant entre 1026 $ et 3995 $ en 2018. Avec un PIB par habitant de 1361 $, les Comores intègrent ainsi cette année le groupe de pays à revenus intermédiaires. Félicitations! Ces performances économiques sont les fruits d'un engagement et d'une vision initiée depuis 2016. Le ministre des Finances argentier de l'État a fait une présentation devant l'assistance pour expliquer les raisons de cette réussite. Selon lui, des efforts ont été déployés pour réduire la dette augmentée, les recettes, maîtriser les dépenses et investir dans des infrastructures stratégiques pour le développement du pays. Il a aussi appelé que ces 3 dernières années, l'exportation, les produits de rente ont généré d'importantes recettes en raison de l'augmentation de leurs prix au niveau international. Le ministre des Finances, Saïd Ali Cheihan, n'a pas manqué de parler de la grande contribution des transferts d'argent de la diaspora. Le président de la République a salué l'excellente relation existant entre la Banque mondiale et l'Union des Comores. Il a aussi réitéré son engagement et celui de son gouvernement à ne ménager aucun effort pour atteindre l'objectif fixé, celui des Comores émergentes à l'horizon 2030. Ce nouveau statut de notre pays à revenus intermédiaires, acquis par les Comores, nous donne encore plus d'obligations, car plus que jamais, nous devrons compter d'abord sur nous-mêmes. Les aides sociales financées par les organisations internationales dont pouvait bénéficier notre pays, ainsi les conditions favorables d'accès aux prêts concessionnels vont progressivement faire place à des devoirs impératifs, notamment les coûts que requiert cette nouvelle place et les cotisations et d'autres obligations. Alors, l'heure est à la mobilisation générale du gouvernement, des gouverneurs des îles autonomes, de mes collaborateurs et de tous les responsables des institutions de l'État, de l'armée et des forces de l'ordre, de toutes les forces sociales de notre pays. Je les appelle tous à une trêve des joutes politiques pour nous consacrer à la consolidation de ce nouvel acquis. Notre cher pays, jadis compté
par les 20 pays les plus pauvres du monde est désormais classé parmi les pays à revenus intermédiaires. Les temps viendront à nouveau pour les débats contradictoires, voire houleux sur le présent et l'avenir de notre pays. Mais pour le moment, ensemble, œuvrons pour que le pas suivant ne soit pas un recul, mais un nouveau palier vers lequel nous devons élever encore une fois notre pays. La table ronde des donateurs à Paris constitue alors une nouvelle étape dans la marche de notre pays vers le développement durable et l'émergence de notre pays en 2030 dans la paix, la sécurité et la stabilité. Un nouveau pari que nous avons lancé et que nous pouvons ensemble gagner ce week-end. La forte participation des Comoriens dans cette cérémonie témoigne encore une fois la confiance qu'ils accordent au chef de l'État et de son gouvernement de faire des Comores un pays d'émergence à l'horizon 2030. Mois d'octobre prochain, c'est ce qui a motivé la rencontre de ce jeudi au palais de Beit Salam entre l'ambassadeur de l'Inde auprès des Comores, Abhar Kumar, et le président de la République, Azali Assoumani. Cette audience a servi de cadre pour les deux parties d'échanger en profondeur sur les excellentes relations de coopération entre New Delhi et Moroni. Le conseiller diplomatique du président Jai Amada Shamfi nous en dit plus. Il est venu annoncer officiellement l'arrivée du vice-président indien du 10 au 12 octobre. Et cette visite historique a pour symbole le soutien et l'appui que l'Inde apporte à la vision du chef de l'État, de son gouvernement et du peuple comorien de voir les Comores émerger à l'horizon 2030. Le président de la République a remercié de cette initiative et a montré que le gouvernement mettra tout ce qu'il faut, tout ce qui est à son pouvoir pour réserver un accueil chaleureux à cette haute personnalité indienne qui sera sur le sol comorien du 10 au 12 octobre prochain, Inch'Allah. Et il a aussi remercié cet appui de l'Inde quant au soutien de la vision du chef de l'État de voir le Comores émerger d'ici 2030. Une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation des agents de la police judiciaire a eu lieu ce lundi à l'École nationale des forces armées de la gendarmerie INFAG. C'est un événement qui marque la fin d'un stage de cette formation. Reportage de Badria Saïd Omar et Salim Zarkachi. Je jure comme APJ d'exercer mon travail avec dignité, conscience, indépendance. 72 filles et garçons recrutés à l'AND, Armée nationale de développement, ont terminé avec succès la formation en APJ, agent de police judiciaire. Ils ont obtenu leur certificat sanctionnant la fin de cette formation lors d'une cérémonie organisée à l'occasion. Matricule 12 930 402, à vos ordres, monsieur le vice-président. Les agents de police judiciaire vont travailler à la gendarmerie pour mener des enquêtes et établir les procès-verbaux pour la justice, raison pour laquelle l'ensemble des futurs APJ ont prêté serment devant l'assistance avant de prendre fonction. Ils doivent servir avec loyauté, impartialité et équité. Jeune gendarme, après une formation élémentaire tout tard d'une durée de 7 mois, vous avez sans discontinuer poursuivre le cycle de formation pour l'obtention du diplôme d'agent de police judiciaire. Loin de vos familles, vous êtes soumis à la stricte discipline militaire. Que d'efforts fournis, que de sacrifices consentis. Malgré ces privations, somme toute légitimes, je peux vous avouer que vous avez fait le bon choix. Vous devrez être des gendarmes exemplaires. Des gendarmes exemplaires car je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés pour remplir pleinement et honorablement les missions et les responsabilités assignées à tout agent de police judiciaire. Je sais que je peux compter sur vous et vous avez ma confiance. Vous venez d'obtenir
votre diplôme d'agent de police judiciaire. Je vous en félicite. Mais permettez-moi encore de vous rappeler qu'il s'agissa d'une simple étape de la vie d'un gendarme. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Cherchez à améliorer continuellement vos connaissances par la formation continue. Le diplôme de l'officier de police judiciaire est la prochaine étape. Vous devez dès maintenant vous y atteler. Au cours de son intervention, le ministre de la Justice a dissipé les malentendus sur le rôle de la justice. Selon lui, il est là pour servir la population et non un bras long du pouvoir en place. Jeune gendarme, agent de police judiciaire, je mesure aujourd'hui les responsabilités énormes qui sont les vôtres. Je reste persuadé que partout où vous serez, vous les assumerez avec la plus grande rigueur au regard des lois et des règlements, mais surtout avec respect, loyauté et dignité vis-à-vis de la population, avec laquelle vous devez entretenir les meilleures relations. Je sais que je peux vous faire confiance. Loin de moi l'idée de m'ériger ici en professeur de droit, mais il est de mon devoir, en ma qualité de ministre de la Justice, de rappeler certains principes qui régissent notre institution. Qu'est-ce que la justice dans une société? Un signe de civilisation, une garantie pour les citoyens, une institution d'équilibre. Permettez-moi de profiter de cette tribune que m'offre aujourd'hui l'École des forces armées de la gendarmerie pour dissiper certains malentendus, certaines idées insidieusement entretenues par des esprits malveillants. Ces idées consistent à considérer que le juge est simplement la bouche de la loi et donc n'est pas un véritable pouvoir, juste une autorité d'application soumise au pouvoir politique légitime issu du suffrage universel. Permettez-moi de dire haut et fort que cette conception est fausse et ne repose sur aucun fondement objectif. La manifestation s'est achevée par un défilé des agents de police judiciaire et des éléments de l'AND. La prestation a égayé l'assistance convaincue par la qualité de travail accompli. Comment créer une synergie et une harmonisation des actions de protection de l'enfant? La réponse à cette question a constitué le menu de la première rencontre de la plateforme des acteurs tenue ce jeudi à Moroni par le commissariat au genre. L'objectif consiste à améliorer le plaidoyer pour optimiser les résultats du combat mené. Nafissa Amada Simbamba pour plus de précisions. Les acteurs de la protection de l'enfant dans le pays ont tenu cette première rencontre de la plateforme dédiée à cette action pour partager les grandes réalisations en matière de protection de l'année 2018. C'est une occasion pour les participants de faire le point sur les activités en cours, analyser les points forts et les activités. Ce travail de diagnostic permettra d'optimiser les résultats en matière de protection de l'enfance. La plateforme a été créée pour harmoniser les actions et mettre en place les synergies nécessaires pour un effort plaidoyer pour la protection de l'enfant. Cette plateforme devra devenir un espace commun aux acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la protection de l'enfance, favorisant ainsi la mise en réseau des partenaires de différents horizons œuvrant dans ce domaine. Elle permettra la coordination et la coopération des acteurs, l'échange d'informations et d'idées. Elle stimulera la mise en place de nouveaux partenariats et encouragera de nouvelles initiatives au bénéfice de la protection de l'enfant. Des résultats en matière de protection sont enregistrés, mais la situation qui prévaut dans le pays, marquée par les violences perpétrées contre cette frange de la population interpellée, les acteurs de la plateforme à redoubler d'efforts.
C'est la protection de l'enfant. On sent que l'enfant est bien protégé au niveau éducatif et sanitaire. Parce que, comme vous savez, il y a une recrudescence des violences qui se fait. Donc on essaie de protéger l'enfant. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient là. Justice, le Mouftora, tout ça pour coordonner, pour qu'on ait une structure d'ensemble, pour qu'il n'y ait pas de doublons. Mais là, on sait que ça se concentre vers la plateforme et on trouve des solutions. Là où il y a les problèmes, on essaie de trouver les solutions adéquates. L'UNICEF, principal partenaire du pays en matière de protection de l'enfance, a appuyé et financé l'élaboration de la politique nationale de la protection de l'enfant. Celle-ci a mis en exergue la nécessité de renforcer la coordination des acteurs de la protection, d'où la création de la plateforme. Le comité directeur de l'ONG Agir et l'ambassade d'Australie à Port-Louis Maurice ont procédé ces jours-ci à une remise d'attestation à des participants à une formation sur la lutte contre les violences faites aux femmes et enfants. Reportage de Saïd Abdou Madi Magaga. Le local du service d'écoute a abrité cette cérémonie qui a pour vocation première de remettre des attestations aux bénéficiaires de la formation basée sur la lutte contre les violences faites aux femmes et enfants. Plusieurs discours ont été prononcés à cette occasion et mis l'accent sur les efforts fournis par les associations humanitaires et responsables pour la lutte contre la dite violence. C'est la première fois que l'Australie finance un projet qui rentre directement dans la sécurité des femmes et des enfants. Mais ce n'est pas la première fois pour ADSF. ADSF, c'est agir pour la santé des femmes. Donc nous nous occupons de tout ce qui est femme au féminin, c'est-à-dire de la santé de la femme, les grossesses, la lutte contre les cancers, la lutte contre les violences, la lutte contre les grossesses difficiles. Et nous travaillons pour que la femme ait une situation sanitaire acceptable et humaine. Les responsables de l'ambassade d'Australie auprès de l'Union des Comores, avec résidence à Port-Louis, a affiché son engagement pour la lutte contre la violence faite aux femmes et enfants. Working against gender-based violence is one of Australia's key priorities across the world. We have appointed a Minister for Gender and an Ambassador for Women and Girls. Je trouve que la violence contre les femmes, c'est une chose qui est horrible, que tout le monde devrait s'engager dans cette lutte-là. Donc ça leur fait plaisir d'être participants à cette lutte-là avec les ONG qui sont en accordance avec la cellule de Côte aussi. La violence à l'égard des femmes est inacceptable. Les parents d'élèves à l'heure actuelle sont au four et au moulin pour l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants dans la rentrée scolaire 2019-2020 approche à grands pas. Reportage de Halidi Mzouri et Ahmed Nassor. À l'approche de la rentrée scolaire 2019-2020, les parents d'élèves s'activent pour l'achat des fournitures scolaires. À travers leurs courses, ils se sont rendus compte que les prix ne sont pas les mêmes dans les points de vente. Tout ce qu'il faut pour les enfants, on les trouve ici encore moins cher par rapport si on l'achète dans le rue. Le prix est vraiment très bas. Bien des parents exhortent les commerçants à revoir les prix des fournitures scolaires qui ne sont pas à la portée de tous. Je suis là principalement justement parce que je suis parent d'élèves. Donc je suis venu là pour faire les courses, acheter tout ce dont les enfants ont besoin pour la rentrée. Je regrette aussi les tarifs, notamment sur les livres, qui sont assez chers, mais
Ce n'est pas la faute, bien entendu, à ceux qui vendent, à ceux qui ont importé, mais c'est des coûts d'importation. C'est pourquoi j'appelle le gouvernement à faire plus d'efforts et surtout à appliquer la Convention de Florence qui permet de défiscaliser l'importation des livres, ce qui permettrait de rendre plus accessible au portefeuille des ménages qui ont un pouvoir d'achat assez limité. Dans les marchés, les vendeurs ambulants ont du mal à écouler leurs fournitures scolaires. La Direction générale de l'artisanat a organisé depuis ce mardi à Bandamadji une braderie d'artisans pour la rentrée scolaire 2019-2020. C'est une façon d'alléger le fardeau des parents d'élèves pour ce qui est des fournitures scolaires. Reportage d'Azarim Baé et Salim Ali Ratsiraka. Cette braderie d'artisans organisée par la directrice de l'artisanat sert à alléger le coût des fournitures scolaires. C'est une manière d'accompagner les parents à pouvoir offrir à leurs enfants une rentrée scolaire digne de son nom. C'est une activité à caractère économique et social et qui a pour objectif de faciliter les parents d'élèves et les acteurs de l'éducation pour mieux préparer la rentrée scolaire 2019-2020. C'est pour cette raison que vous avez vu dans les stands qu'il y a eu beaucoup de produits sur les mobiliers scolaires, sur les tenues qui sont exposées pour faciliter la rentrée scolaire de la population, des parents d'élèves. Des sacs fabriqués à base de tissus de souche, des uniformes et d'autres produits dont l'enfant a besoin pour la rentrée scolaire ont été exposés. Cette occasion a servi de cadre pour faire la promotion des produits artisanaux locaux et la gastronomie de souche. Les visiteurs ont beaucoup apprécié. C'est Made in Comores, c'est fabriqué par des artisans comoriens. Donc nous devons encourager nos artisans et tous les produits qu'ils récupèrent ici parce que la plupart du temps ce sont des produits récupérés. Donc si on veut vraiment développer ce secteur, il faudrait qu'on encourage ces femmes et ces hommes qui récupèrent du matériel un peu partout pour fabriquer ce genre de produits qu'on achète à l'extérieur et qui sont, à mon avis, beaucoup plus au niveau qualité supérieure et même au niveau de l'esthétique, donc meilleure qualité que l'extérieur. Et en plus de ça, on peut personnaliser ces produits. Ça ne cible pas une catégorie de personnes, mais ça cible tout le monde, à tous les budgets. Ce n'est pas des choses trop chères, c'est très abordable. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu à aller chercher ailleurs parce que nous avons tout ce qu'il faut ici. Parmi les activités programmées durant les 5 jours de cet événement, il y a le mercredi éco dont l'objectif est d'initier aux enfants de bas âge la manière de faire un tri sélectif et protéger l'environnement. Partager, former les enfants du plus bas âge, c'est-à-dire du maternel au primaire, avec la direction de l'artisanat pour un programme appelé Mercredi Éco. C'est un axe qui va permettre à la réussite de Comores Zéro Déchet 2023. On implique tout le monde, on fait de ce programme le programme de toute la population. On passe par les enfants pour sensibiliser les parents. La braderie d'artisans pour la rentrée scolaire deviendrait annuelle et le mercredi éco aura lieu chaque samedi et mercredi. C'est ce que souhaite Rahmatou Goulam Badoro, directrice générale de l'artisanat. Le déchet, c'est quelque chose qu'on déteste et qui est sur le sol. Les notables d'Itsandra se sont retrouvés mercredi dernier à Sambambodoni. Cette rencontre s'articulait autour des moyens à mettre en œuvre pour un développement socio-économique de la localité. Ils ont saisi la balle au bon pour remercier les autorités étatiques pour la réhabilitation du tronçon de route Samba touristique. Reportage de Nafissa Amada Simbamba.
271 millions francs comoriens, c'est la somme déboursée pour le tronçon de route Samba Golden Tulip. 113 millions financés par la diaspora, les localités de la région d'Itsandra. Le gouvernement a soutenu les travaux à hauteur de 158 millions de francs comoriens. Cette route est presque finie. Les notables se sont réunis pour se féliciter de l'achèvement de ces travaux et remercier le gouvernement pour sa contribution. L'État se donne l'engagement de soutenir encore une fois la région d'Itsandra en liquidant la dette restant, en perfectionnant la partie qui commence depuis le collège d'Nsouchini jusqu'à Sabambodoni, tout en retouchant, en sachant qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas bien menés. Donc on va corriger la partie. Donc c'est l'engagement que l'État a pris. Donc la région d'Itsandra se sont réunis aujourd'hui à Sabambodoni. Donc si nous rappelons de l'histoire, c'est ici à Sabambodoni que nous avons posé la première pierre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas étonnant si nous sommes réunis ici pour remercier l'État, encourager l'État, donc sans oublier la commission qui était là, sous forme de surveillants. L'inauguration de cette route a fait l'objectif des discussions. Au cours de la rencontre, la notabilité s'est convenue de fixer la date avec le gouvernement. Les fidèles de la confrérie Kadiri se sont retrouvés ce mercredi à Moroni pour commémorer l'anniversaire de Cheikh Abdelkader Jailan. Reportage d'Ahmed Abdalhosseini et Ibrahim Kababo. Cette cérémonie religieuse qui avait rassemblé bien des musulmans se déroule dans plusieurs localités du pays. Le but est d'éclairer l'opinion des participants sur les bienfaits de cet événement. À cette occasion, les organisateurs ont tout d'abord fait la biographie de Cheikh Abdelkader Jailan avant d'appeler les fidèles de la confrérie Kadri à en prendre en compte le daïra qui fait partie des obligations prescrites par bon Dieu. Chaque année, cette cérémonie a lieu en la mémoire de Cheikh Abdelkader Jailan. En sport, FC Ouani et FC Mbatsé de Moéli se retrouvent en finale de la Coupe ORTC ce samedi au stade de Moroni pour avoir battu respectivement Union sportive de Zilimadjou à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but 6-5 et Union sportive de Céléa sur le score de 3-0 au terme du temps réglementaire. Le président de FC Mbatsé a été optimiste avant que le coup d'envoi ne soit donné, car ils s'y sont préparés dès le départ de cette compétition de l'ORTC. Je vous propose de le suivre. Arthur Amoueli, on a d'abord misé pour qu'on soit en finale. C'est le premier point. Et voilà, c'est fait. Demain, nous allons parler, discuter et nous préparer pour la finale. Ce ne sera pas une finale facile entre les deux équipes. Les coachs, nous faisons tout le possible pour les joueurs, mais parfois les joueurs, ils ont un peu de difficultés sur le terrain. Alors, je vous ai dit, je viens de dire que on a perdu aujourd'hui, mais ce n'est pas à cause des joueurs seulement, même aussi nos coachs, on a la partie. Nous vous rappelons que la première demi-finale qui avait mis aux prises Union sportive de Zilimadjou et FC Ouani s'est achevée sur une belle image de l'équipe d'Anjouan qui s'est imposée sur le résultat de 6-5 après la séance des tirs au but. Je vous propose ce compte-rendu de Badria Saïd Omar. Un peu de suspense ne peut pas faire du mal à un duel comptant pour la première demi-finale de la Coupe ORTC. Âprement disputée, cette rencontre qui avait mis aux prises Union sportive de Zilimadjou et FC Ouani, vainqueur 6-5 de Bombondjema, à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Du coup, FC Ouani se qualifie pour la finale de la compétition.
Au terme du temps réglementaire, les deux formations se sont quittées sur le score de parité de 1 but partout. C'est FC Ouani qui haussait le ton en ouvrant la marque de fort belle manière dans la première demi-finale de jeu. Mais Union sportive de Zilmadjou, alliant rigueur tactique et créativité, a fini par trouver la faille en défense adverse pour remettre les pendules à l'heure de l'égalisation. À la reprise des hostilités, en dépit de franches occasions de but que se sont créées les deux équipes et notamment Bonbonjema, les résultats ont resté là. C'est un petit peu décevant parce qu'on s'était très bien préparé à garder cette coupe ici à la Grande Comore. Mais nos joueurs, déjà, rien que les tirs au but ont montré qu'avec l'hésitation qu'ils avaient dans le groupe, et ça a fait que ça n'a pas abouti, quoi. Quand un joueur se fait face à un gardien de but avec hésitation, il est à moitié abattu. On peut considérer ça comme étant de la malchance? Ben, malchance, ils ont tiré, tout le monde a tiré. Les gardiens ont fait le rôle, ont joué le rôle. Ben, dommage que notre tir au but, le gardien a pu intercepter un et l'autre c'est la barre qu'il a pu intercepter. Est-ce que le staff technique n'a pas une part de responsabilité sur le fait qu'aujourd'hui, Bonbonjema a été battu par FC Ouani? Il n'y a pas une part de responsabilité. On vous avait dit on avait commencé un test, on ne pourrait pas mettre toute notre armada et il y a des attaquants auxquels il fallait quand même les préserver puisqu'on a un championnat. C'est une équipe, l'équipe qui était là était prête à jouer. Donc c'est pas que... La déception est totale? Pas totalement parce que c'est un tournoi. C'est un tournoi. Nous, ce qu'on compte, c'est plutôt les championnats, mais on a voulu quand même donner cet honneur à l'ORTC de garder la coupe ici à la Grande Comore. Et de remercier la façon dont le match a été déroulé. Donc nous avons joué le match avec des consignes. Donc c'est pourquoi nous avons gagné ce match. Si on peut avoir une idée justement de vos consignes? Alors, les consignes, bon, on a géré la première partie d'une façon défensive et puis on a libéré le joueur à deuxième mi-temps pour faire la vocation offensive. Alors en finale, vous allez rencontrer soit Union sportive de Séliat, soit FC Mbatsé. Vous vous sentez comment? Non, c'est la finale. Bon, vous savez très bien que la finale, c'est pas toujours difficile, mais nous allons gérer à ce que ça soit facile pour nous. Espérons que cette première demi-finale, avec ses peurs et ses erreurs, aurait fait comprendre pour de bon à FC Ouani qu'il doit être son chemin pour décrocher le titre de l'ORTC.